Bonjour, c'est Zala. Ça faisait longtemps, donc un petit biblio-podcast, histoire de voir ce qu'il peut être possible de partager parmi les vieux livres. Et aujourd'hui, j'aurais eu envie de vous parler d'un livre qui s'appelle La pharmacie du bon Dieu. Donc, c'est de Fabrice Bardot, aux éditions France Loisirs. Malheureusement, c'est un livre qui est très ancien, donc vous aurez certainement du mal à le retrouver. Ouais, ça date des années 75. Mais moi, j'aimerais vous en parler, puisque c'est le principe de ce podcast, pour qu'on ne soit pas forcément dans Amazon, mais qu'on puisse se donner les moyens d'aller chercher les livres dont on a vraiment besoin, pourquoi pas d'occasion. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre ? Ouais, parce que La pharmacie du bon Dieu, déjà, c'est un livre que j'ai piqué à ma mère. La couverture est complètement délirante. On y voit un petit bonhomme en marbre sur une espèce de jarre d'apothicaire et c'est très très impressionnant. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de très jolies illustrations, des petites gravures. Donc c'est du noir et blanc, mais c'est très sympa. Le format est pas mal aussi. Et on y retrouve un guide thérapeutique avec plein d'informations sur les plantes qui existent pour soigner divers maux, donc des informations qui ont été récupérées dans la pharmacopée populaire. On y apprend quelles sont les plantes les plus adaptées pour lutter contre les abcès, les angines, les aftes. On y parle de plantes aphrodisiaques. Pour ceux que ça intéresse, vous avez l'anis vert, la berce, la coriandre, la menthe, l'ortie, la ronce, la sarriette et le thym. Ouais, d'ailleurs, la sarriette était interdite dans les monastères à cause de ça. On apprend que pour la goutte et le rhumatisme, il y a l'aigre-moine, l'alquécange, l'armoise, le bouleau, la bruyère, la camomille, le cassis, l'estragon, le fraisier, le persil, le tilleul et le romarin. Donc vous voyez, c'est vraiment ce livre-là, pour ceux qui pourraient avoir l'occasion de le croiser chez un bouquiniste ou sur le marché de l'occasion, en fait, on apprend plein de choses, contre les brûlures, les calculs, la constipation, la cellulite, les cors, les cystites également. On y parle de dermatose, de diabète, d'haleine fétide. Pour information, haleine fétide, c'est la menthe et la sauge en priorité. On y parle des plantes contre les problèmes d'impuissance, l'indigestion, les infections d'une manière générale, les insomnies. Alors l'insomnie, vous avez l'aspérule odorante, qui est une petite plante des bois. Vous avez le coquelicot, le houblon, l'oranger, la passiflore, le tilleul et la valériane, entre autres. D'accord ? Maintenant, tout dépend évidemment de la cause de l'insomnie ici, si c'est pour un problème de foie, parce qu'on a mangé trop, ou mangé trop tard, ou trop lourd, ou trop d'alcool, ou trop de chocolat, ou tout ça à la fois, forcément, ça peut poser problème. Donc on y parle de la laryngite, du paludisme, des maladies de la peau, des pertes blanches, les soins pour les pieds, les piqûres d'insectes, les plaies, les règles anormales, donc qu'elles soient rares, excessives ou douloureuses. Donc vous savez tous que la sauge est quelque chose d'extraordinaire pour ça. Les rhumes, les rhinites, la rougeole, les saignements de nez, la toux. Alors la toux, on y parle de l'anis vert, de l'aunay, de la bourrache, la capillaire, le coquelicot. Ah ouais, j'ai testé pour vous le coquelicot, c'est extraordinaire, les pétales de coquelicot avec la mauve, vraiment. Ça vient à bout de toutes les toux les plus récidivantes et handicapantes. Voilà. Quelle que soit la raison pour laquelle on a une toux, même si c'est le symbolique, même si c'est la fatigue, même si c'est qu'on s'est fâché avec sa cousine, sa nièce ou sa grand-mère, dans tous les cas, la toux, on arrive à venir à bout avec le coquelicot et la mauve. On aurait aussi pu essayer le lierre terrestre, la marjolaine, la pâquerette et la violette. Voilà, on y parle des problèmes de transpiration, bourrache, buis, lavande, peuplier, romarin, sauge, sureau. On parle d'ulcères, d'urticaire, de verrues, de vers intestinaux, de vertiges, de vésicules biliaires, de vieillissement et bien sûr des yeux. Donc ça, c'est la première partie. On se retrouve ensuite dans un très joli alphabet des plantes, en fait, avec des petites illustrations toujours très légères, très délicates,
Vraiment, il y a eu du travail pour faire ce livre, avec des très belles majuscules, toutes fleuries, c'est vraiment sublime. Et pour chaque plante que l'on retrouve, je vais vous en trouver une qui pourrait être intéressante, on retrouve le dessin, les propriétés, un petit historique, et on trouve également souvent une recette adaptée de vin macéré ou de tisane. Je vais vous lire celui de l'anis vert notamment. Donc l'anis vert, c'est Pimpinella anisum. Description, plante annuelle ressemblant un peu au cerfeuil. Les feuilles sont blanches et groupées en ombelles de 8 à 15 rayons. Les graines sont de forme ovoïde, d'un vert grisâtre. Récolte en septembre. L'histoire. Les graines de cet ombellifère aromatique figurent parmi les semences chaudes de l'officine du temps passé, avec le fenouil, le cumin et le carvi. Son origine est mal connue et, dans l'Antiquité, l'anis vert provenait essentiellement d'Égypte, de Crète, d'Éthiopie et d'Espagne. Pline le naturaliste, dans son livre 20, dit que l'anis vert se trouve au nombre de quelques plantes louées par Pythagore. Il se prend dans du vin contre les piqûres de scorpions, cru ou bouilli. Frais ou sec, il est recherché dans tous les assaisonnements, dans toutes les sauces. On en saupoudre la croûte du pain. On le met aussi dans les chausses à filtrer le vin avec des amandes amères. Il lui donne de l'agrément. Il rend la laine plus douce et ôte la mauvaise odeur de la bouche. Il rend également le visage plus jeune. Mis sous l'oreiller de façon à le respirer en dormant, il chasse les mauvais songes. Il donne de l'appétit. Il est excellent comme carminatif. Aussi remédie-t-il au gonflement d'estomac. Il arrête le hoquet et les feuilles bouillies font passer les indigestions. Il est diurétique, calme la soif, il est aphrodisiaque avec le vin et il provoque une douce sueur. L'école de Salerne, vers 1075, le cite également comme stomachique. À l'heure actuelle, il est cultivé un peu partout en Europe, principalement en Espagne et en URSS. En France, on le cultive surtout dans la région d'Albi, dans l'Anjou et la Touraine. Son usage culinaire est universel et l'essence d'anis est utilisée dans une quantité de préparations, ainsi qu'en licoristerie et en parfumerie. Propriétés. De tout temps, l'anis a été employé pour soigner les affections stomachiques, spasmes, dyspepsie, gastralgie, etc. On lui reconnaît un effet carminatif solide et il donne de bons résultats pour lutter contre l'aérophagie et expulser les formations d'air dans les intestins. Associé à la camomille, on obtient une tisane remarquablement efficace, stomachique et carminative. L'anis vert présente aussi d'intéressantes vertus quand il s'agit de traiter les affections bronchiques, l'asthme, la toux. Et son activité est de bon aloi, comme stimulant général, aussi bien cardiaque que respiratoire, digestif et sédatif à la fois. D'autre part, il est intéressant de savoir que les infusions d'anis augmentent sensiblement la sécrétion lactée, ce qui peut rendre service aux mères qui veulent nourrir leur bébé. Nous ne parlerons pas spécialement de l'anis étoilé, Illicium verum ou badiane, originaire de Chine ou du Vietnam, et dont le fruit est en forme d'étoile, qui possède les mêmes qualités que l'anis vert du fait de leur constituant commun, l'anétol. L'essence d'anis à forte dose est un poison nerveux, stupéfiant dont la vente est rigoureusement réglementée en France. Usage. On prépare une très bonne liqueur, apéritive et digestive, en faisant macérer dans 1 litre de bonne eau de vie 40 g de semences d'anis concassées, 2 g de cannelle, 500 g de sirop de canne. Laissez macérer pendant 1 mois, puis filtrer. Cette liqueur peut être prise après les repas. Elle active la digestion et facilite l'expulsion des gaz. L'infusion se prépare avec 1 cuillère à café bien pleine de semences pour la valeur d'une tasse d'eau bouillante, à prendre avant ou après chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. On y parle de l'arnica, de la spérule odorante à nouveau, toujours avec l'historique, les indications, une petite recette. Pour la spérule odorante, on utilise essentiellement en usage interne sous forme d'infusion. On se sert de la plante entière fraîche et tout juste fleurie, à raison d'1 cuillerée à soupe par tasse. Laissez infuser 5 minutes au plus.
à prendre 2 ou 3 fois par jour. On retrouve également l'aubépine. L'aubépine qui est très intéressante pour l'apaisement au niveau nerveux en fait, et les insomnies d'origine nerveuse notamment. Donc c'est un antispasmodique, un tranquillisant, un tonique cardiaque. Ça permet de réguler la tension et de supprimer l'arythmie. Dénuée de toute toxicité, l'aubépine peut être précieuse aux cardiaques qui ne supportent pas ou mal la digitaline ou les cardiotoniques de synthèse. Après, chacun ira voir son médecin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous parle de troubles nerveux, mauvaise circulation du sang, artériosclérose, hypo ou hypertension neuroarthritique et tous les autres problèmes liés au cœur, à la circulation sanguine, eh bien l'aubépine peut toujours être une petite tisane d'accompagnement bien sympathique parce que ça permet de travailler sur les dysfonctionnements d'origine nerveuse sympathique. Voilà. Donc la décoction de fruits rouges de l'aubépine est également un antidiarrhéique excellent et c'est une médication réputée pour expulser les calculs des reins. Donc, au niveau des usages, l'aubépine doit figurer dans la liste des plantes précieuses et salutaires que l'on se doit de posséder dans les bocaux de l'herboristerie familiale. Son usage continu, même à dose accentuée, ne présente que des avantages dans toutes les indications précitées. Les parties utilisées sont l'écorce, les fruits en décoction, mais essentiellement les fleurs en infusion à la dose d'une cuillerée à café bien pleine par tasse d'eau bouillante, à prendre 2 à 4 fois par jour. On notera également que l'extrait fluide et la teinture alcoolique sont doués d'une efficacité accrue. Alors, peut-être vous n'aurez pas l'occasion de lire ce livre. C'est fort possible et vraiment je le regrette. Bon, évidemment, vous pourriez venir le consulter ici, mais en attendant, je partage avec vous le basilic, les propriétés donc identiques à celles de l'estragon. C'est également un bon tonique général et ses vertus sont à retenir pour traiter l'asthénie, les angoisses, les insomnies, les spasmes et tous les troubles d'origine nerveuse, encore une fois. C'est un tranquillisant naturel dénué de toxicité dont on peut user avantageusement allié avec d'autres plantes calmantes telles que le tilleul, le houblon, la valériane et la passiflore. Dans tous les cas où l'estomac a des difficultés à faire son travail, où la digestion est pénible et lente, on se trouvera bien d'avoir recours à l'infusion de basilic. Enfin, la feuille bien sèche réduite en fine poudre et prise par le nez, comme le tabac apprisé de nos grands-parents, dégage les sinus de toutes les obstructions et remédie à l'anosmie, donc la perte de l'odorat. Ça peut être intéressant. Donc tout comme l'estragon, on peut faire une liqueur de basilic. Donc il suffit de mettre à macérer pendant 1 mois une bonne poignée de feuilles fraîches dans 1 litre d'eau de vie. Il faut filtrer et sucrer avec 600 g de sirop de sucre. Avec la même proportion de basilic dans 1 litre de vin assez généreux, comme celui du roussillon par exemple, une fois édulcoré suivant le goût, on obtient un excellent apéritif possédant toutes les vertus de la plante. Pour l'infusion, quelques pincées de basilic frais ou secs sont suffisantes à prendre après les repas et avant le coucher. On y parle de l'eau de beauté remarquable pour les soins du visage avec le bleuet. Donc ça se prépare en faisant macérer à 12 températures pendant 48 heures dans 1 litre d'eau de source ou de pluie, 10 g de fleurs de bleuet, 5 g de kélidoine, 5 g de fleurs de bouton d'or, 10 g de pétales de rose, 5 g de pétales de coquelicot. Pour assurer la conservation, on y ajoute ensuite, après avoir filtré, quelques centimètres cubes d'alcool à 90 degrés. Le bouleau, la bourdaine, la bourrache, excellent pour la peau. On dit de la bourrache qu'on obtient une excellente tisane aux propriétés exaltées en cas de bronchite, grippe, pneumonie, en alliant à la bourrache de la camomille, du coquelicot, du romarin et du fumeterre, sucré avec un bon miel blanc, un miel printanier j'imagine. Autrefois, la bourrache était cultivée dans les jardins et utilisée comme plante alimentaire, malgré son aspect hérissé peu engageant. Ses fleurs servaient à décorer les salades avec celles de la capucine, qui sont donc antiseptiques, et dont les feuilles confites avec le vinaigre, cuites comme des épinards ou en potage, ont la saveur et un peu l'odeur du concombre. Vous ne le saviez pas, hein ?
Alors, la bruyère pour tout ce qui est gouttes et rhumatisme. On peut faire une petite formule bien sympa avec des baies de genièvre concassées, de la bruyère et de l'aspérule odorante. S'il y a des recettes qui vous intéressent, on aura l'occasion d'en reparler. La camomille, la capillaire, la capucine, la centaurée, le chêne. Alors évidemment, toutes les plantes ne sont pas forcément simples à récupérer, mais par exemple, quand on voit le chien-dent qui est exceptionnel pour nettoyer et guérir les voies urinaires atteintes d'inflammation, c'est sédatif et antiseptique en fait, un petit peu, rafraîchissant, diurétique. C'est un bon sédatif contre la cystite, l'urétrite et d'autres affections des voies urinaires douloureuses et persistantes. Je pense que ça vaut le coup de connaître ce genre de choses. Si quelqu'un a besoin d'avoir un extrait, une recette du livre, on pourrait en discuter vraiment avec plaisir. Le coquelicot. Je ne résiste pas. Le coquelicot. À l'état frais, la fleur du coquelicot exhale une odeur vireuse d'opium, bien caractéristique si on la froisse. Si l'on incise les petites capsules, elles sécrètent un suc laiteux, blanc, qui se concrète exactement comme l'opium. Cependant, à l'analyse, on ne trouve pas de morphine et ce latex ne renferme que 4 alcaloïdes qui sont différents de ceux du pavot, ainsi qu'un mucilage et des anthocyanes. Néanmoins, les sujets qui présentent une allergie aux médecines opiacées se garderont d'utiliser le coquelicot. Cette plante ne mérite nullement le dédain dont elle est l'objet, car c'est sans doute l'un des meilleurs remèdes contre l'insomnie et les différents troubles du sommeil. D'autre part, son efficacité est attestée contre le nervosisme, la catarrhe pulmonaire, l'asthme, la coqueluche et toutes les toux quinteuses. Usage. Autrefois, les médecins arabes donnaient de la graine de coquelicot, pilée avec du miel, à prendre en plusieurs fois dans la journée pour guérir les insomnies. Comme pectoral, les fleurs s'utilisent en sirop ou en infusion, 3 ou 4 pincées de pétales par tasse, pour calmer la toux et supprimer les spasmes, tout en favorisant l'expectoration. En outre, le pouvoir sudorifique et adoucissant de la plante est précieux dans toutes les affections des voies respiratoires. En mélange avec des fleurs de bouillon blanc, de mauve, de violette, de tussilage et quelques pincées d'anis vert pour aromatiser, on obtient une tisane pectorale des plus efficaces. Pour l'insomnie, on utilisera de préférence les capsules sèches, cueillies encore jaune verdâtre, c'est-à-dire avant la dessiccation complète, en décoction à raison de 8 à 10 par demi-litre d'eau. On évitera de donner cette tisane aux enfants en dessous de 8 ans. Coriandre. Antispasmodique, carminative, c'est vraiment le moment de profiter de toutes les plantes aromatiques et médicinales que vous pouvez faire pousser en frais dans votre jardin directement ou sur votre balcon ou dans la cuisine, pourquoi pas. Parce qu'en fait la santé c'est l'affaire de tous, après chacun fera ses choix, mais s'il est dit que l'estragon peut vous permettre de lutter contre les allergies respiratoires, par exemple, parce que c'est un bon antihistaminique, eh bien, ça vaut peut-être le coup de prévoir d'en planter pour cet été dans le jardin, d'accord ? Parce que c'est un antiseptique interne, un vermifuge, c'est excellent pour les digestions pénibles, les dyspepsies, les flatulences et fermentations intestinales, fatigue et ainsi que les algies rhumatismales, donc les douleurs. Donc on peut en faire des tisanes, on peut les mettre directement dans la mayonnaise avec un petit coup de mixeur, ça va très bien. Il y a plein de choses à faire avec l'estragon, c'est pas la peine de vous acheter de l'estragon séché, en soi ça servira pas, simplement pensez-y, d'accord ? Alors, on y parle de l'églantier, du frêne, du lys, du lin. En parlant du lin, il y a beaucoup de gens qui nous parlent du gel de lin qu'on peut faire pour aider à la fixation des cheveux. Personnellement, à part en mettant énormément de conservateurs, j'ai du mal à voir comment ça sera stable comme formule. C'est pourquoi je propose d'autres choses qui sont plus inertes en fait que le gel de lin.
Simplement, le lin, pourquoi pas dans la cuisine, pourquoi pas dans les salades. Moi, j'en donne aussi à mes poules pour qu'elles aient des beaux œufs. Et comme ça, en fait, on a des œufs extraordinaires et donc une bonne santé, des cheveux qui vont bien. Puisque, rappelons-le, on parle vraiment des sources de la beauté. D'accord ? Donc, voilà, j'avais envie de partager avec vous cet ouvrage. Je vais vous en lire encore 2 ou 3 parce que ça me semble précieux et je n'y reviendrai pas directement, sauf si vous m'en faites la demande. J'aimerais vous parler du maté, qui peut être une alternative intéressante au café, au thé ou au chocolat chaud, en sachant que souvent tout ce qui est sucré est difficile à digérer le matin. Mais donc le maté, c'est avant tout un puissant diurétique et antiseptique, tonique général de haut pouvoir antiscorbutique, donc marqué, stimulant du cœur et du système nerveux, défatigant notoire, sans présenter aucun des inconvénients du thé ou du café, par l'absence de théobromine et de caféine, qui sont des alcaloïdes toxiques à dose répétée. Très riche en vitamine C, en chlorophylle et en tanins, le maté referme en outre une forte proportion de magnésium, sodium, calcium, potassium et fer. Que ce soit au petit déjeuner, pour remplacer avantageusement le thé ou le café, ou sous forme de boisson courante, l'usage du maté peut se poursuivre de longs mois sans inconvénient ni contre-indication, étant donné l'absence de toute toxicité. Recommandable à tous, en particulier aux sportifs, aux travailleurs manuels, aux personnes âgées, aux femmes qui suivent un régime amaigrissant, aux malades et à tous ceux qui sont fatigués ou anémiés, le maté élimine les toxines, favorise l'activité musculaire autant qu'intellectuelle, défatigue et tonifie le système nerveux, et possède même un léger pouvoir, très léger, laxatif. Peu connu en France, l'infusion de maté présente suffisamment de caractéristiques intéressantes pour être largement utilisée. Ce sont les feuilles séchées et légèrement torréfiées qui servent à préparer cette boisson. On trouve aisément de bons matés chez les herboristes et dans les grandes pharmacies et enseignes biologiques. Se préparer exactement comme le thé, plus ou moins fort suivant le goût. J'aimerais aussi vous parler de la mélisse. Parce que la mélisse, ça pousse très très facilement sur n'importe quel balcon, dans n'importe quel jardin. Ça pousse, c'est très efficace, c'est vraiment très généreux. Et c'est parti pour l'histoire. Parmi les nombreuses plantes aromatiques, la mélisse avait une place de choix dans la pharmacopée ancienne, et le médecin grec Nicandre, dans Thériaque et Alexipharmaque, publié à Paris en 1557, en a vanté l'usage. Sérapion en parle ainsi. La mélisse réjouit le cœur, aide à la digestion, ouvre les conduits du cerveau, fortifie le cœur défaillant ou affaibli, principalement les défaillances nocturnes, les palpitations, et ôte toute imagination fâcheuse du cerveau, principalement celles qui procèdent d'humeur mélancolique. Avicenne et les médecins arabes en disent autant et utilisent la plante dans les mêmes indications. Pour Péraclès, la mélisse est une herbe souveraine pour la plupart des maux, et macérée dans du vin du Rhin, elle redonne force et santé à ceux qui sont malades, fatigués ou âgés. D'après Lemery, son nom lui vient de miel, dont l'étymologie grecque donne mélie, et parce que les abeilles sont friandes de cette plante. La mélisse officinale, appelée aussi piment des abeilles et thé de France, est surtout célèbre par la fameuse composition dite eau de mélisse des Carmes, dont l'origine remonte au début du XVIIe siècle, vers 1613. Elle était fabriquée par les Carmes déchaussés du couvent de la rue de Vaugirard, proche du palais du Luxembourg. Puis, la Révolution vint mettre fin aux activités des Carmes et la Convention supprima l'ordre, en confisqua les biens, et les religieux furent chassés de leur couvent. Chaumel n'hésite pas à dire que l'eau de mélisse s'est acquis une réputation égale à celle de l'eau de la reine de Hongrie, donc au romarin, à laquelle plusieurs même la préfèrent. Propriété. La mélisse est essentiellement sédative, antispasmodique, tonique et stimulante. On connaît suffisamment la réputation de l'eau de mélisse à ce sujet pour ses propriétés calmantes en cas de syncope, vertige, troubles nerveux, déficience physique, fatigue, pour qu'il ne soit pas utile d'insister. Néanmoins, on lui ajoutera 2 propriétés non négligeables, celles d'être stomachique et diaphorétique.
Les sujets nerveux, facilement irritables, excités ou déprimés, trouveront dans la mélisse un tranquillisant naturel et un tonique susceptible de leur apporter une détente salutaire. Son action sur l'estomac en cas de digestion pénible, de troubles gastralgiques d'origine nerveuse sera mise à profit. Enfin, comme tonique général et cardiaque, palpitations, arythmies, spasmes divers, ainsi que pour redonner du tonus au psychisme, on se trouvera bien d'utiliser la mélisse en cure suivie. Usage. Son infusion théiforme, très agréable, se prépare avec 20 g de sommité sèche par litre d'eau, dont on prend 3 ou 4 tasses par jour. Le vin de mélisse, obtenu par macération, nécessite 60 g de plantes pour 1 litre de bon vin blanc. On laisse macérer quelques jours avant de filtrer, à prendre comme apéritif. L'eau de mélisse véritable est le produit d'une distillation, mais il est possible d'utiliser la simple macération, dont voici une ancienne formule. Feuilles de mélisse récentes, une poignée. Racines d'angélique sèche, 15 g. Zeste de citron, 30 g. Noix de muscade, 10 g. Coriandre, 60 g. Girofle, 5 g. Cannelle, 10 g. Concasser grossièrement les ingrédients secs, puis mettre l'ensemble dans 1 litre d'eau de vie à 45 degrés. On laisse macérer à douce température pendant 8 jours, puis on filtre. À prendre en cas de besoin, à raison d'1 ou 2 cuillerées à soupe, avec du sucre. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous êtes content, donc on va continuer avec la menthe. Parce que c'est l'une de mes préférées, j'essaye d'abréger, parce qu'il y a des zones un peu denses parfois au niveau de l'historique de la plante, même si tout est passionnant. Parce que c'est comme ça qu'on retient les choses. Mais on y va pour les propriétés de la menthe. La menthe est aussi célèbre que le tilleul ou la camomille parmi les infusions populaires. Elle appartient, elle aussi, à la noble famille des labiacées aromatiques, dont elle réunit au plus haut degré l'ensemble des propriétés toniques, stimulantes, fortifiantes et antispasmodiques. Les praticiens modernes reprennent les indications des siècles passés en lui reconnaissant une action tonique prononcée, stimulante, stomachique, antispasmodique, antiseptique et carminative. Elle stimule vivement l'estomac, active la digestion et provoque l'expulsion des gaz intestinaux. Elle fait disparaître les impuretés du sang et restitue à la peau et au visage la fraîcheur de la santé, car elle évite la formation de toxines par son haut pouvoir bactéricide et antiseptique qui entrave la putréfaction des matières intestinales. Détruisons en revanche la légende du passé assurant que la menthe à forte dose est un aphrodisiaque et un excitant. Elle joint à son action tonique et fortifiante une action calmante et sédative sur le système nerveux, ce qui la fait recommander à tous ceux qui souffrent de nervosisme, de névrose, de troubles sympathiques, de migraines, de vomissements nerveux, de hoquets, de lymphatisme et de débilité générale. La plante possède aussi de sérieuses qualités résolutives et vulnéraires qui la font employer en médecine populaire sous forme d'emplâtre sur les seins engorgés, les ecchymoses, les eczémas, la furonclose, les ulcères et abcès, et même contre la gale et certaines dermatoses. Enfin, rappelons que la menthe combat la laine fétide et donne aussi des résultats contre la goutte et les rhumatismes. Usage. Le mode d'administration le plus simple est l'infusion, à la dose de 15 à 20 g de feuilles séchées pour 1 litre d'eau bouillante, 2 ou 3 tasses par jour. La menthe gagne toujours à être accompagnée par d'autres herbes dont les vertus s'exaltent réciproquement. Elle entre comme coadjuvant dans différentes tisanes, notamment avec les plantes qui ont une saveur désagréable. En inhalation, la menthe et l'eucalyptus, principalement leurs huiles essentielles, donnent de bons résultats pour décongestionner la muqueuse nasale. Maintenant, j'ai le nez qui me gratte. Autrefois, on préparait une huile émolliente, adoucissante et résolutive et fortifiante pour frictionner et applications diverses, de la manière suivante. Menthe fraîche, 2 poignées. Huile d'olive, 1,5 litre. On laisse macérer au soleil ou à douce température pendant 1 semaine. On filtre en exprimant fortement et l'on conserve en flacon bien bouché pour utilisation. Excusez-moi. Toutes les menthes ont en commun des propriétés similaires plus ou moins prononcées.
et chaque espèce possède sa fragrance personnelle. Les menthes que l'on trouve dans le commerce sont la menthe poivrée ou la menthe verte, mais certaines menthes sauvages sont très balsamiques ou douées d'un parfum délicat et d'une saveur qui peut les faire préférer. Le pouliot, par exemple, est très agréable et sa senteur un peu citronnée persiste même après séchage. Et j'ajoute que j'en ai dans mon jardin, j'ai de la menthe ananas, de la menthe chocolat, de la menthe russe, de la menthe fraise, de la menthe marocaine, bref, différentes menthes qui, au niveau de l'odeur et du comportement en fait à la dessiccation, est particulièrement intéressante. Je pense que je vais bientôt m'arrêter. Je rappelle qu'on y parle encore du millepertuis, du noyer, de l'oranger, de la fleur d'oranger. Ah là là. Quand même. Ah non, je suis obligée de vous lire la fleur d'oranger parce que c'est quelque chose qui est vraiment cher à mon cœur également. Alors, la fleur d'oranger, en fait, tous les agrumes, et l'orange en particulier, contribuent à un bien-être et un équilibre de la peau. Attention, les huiles essentielles du péricarpe, de l'orange, du citron, du pamplemousse et surtout de la bergamote, en fait, sont photosensibilisantes. Cependant, moi, je vais vous parler plutôt de la fleur d'oranger, en fait. La fleur d'oranger, c'est la pomme d'or au jardin des Hespérides, en fait. Et les parfumiers s'en servent pour leur parfum. Et on tire de l'eau de fleur d'oranger. Donc l'eau de fleur d'oranger, c'est... l'huile essentielle de fleur d'oranger, c'est le néroli, en fait. Et l'eau de fleur d'oranger, on peut la retrouver dans certaines eaux de Cologne, dans des crêpes. C'est vraiment une odeur qui est très, 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 très intéressante. Puisque c'est vraiment une odeur précieuse, calmante, agréable, enrobante. Et surtout, c'est en thérapeutique, en fait, ça permet de faire sortir toutes les méchantes humeurs de la peau. Voilà. On va revenir 2 minutes à l'orange, en fait. Le vin à base d'écorce d'orange est efficace contre les vers intestinaux et autres vermines. Moi, j'aurais ajouté de la cannelle, j'aurais ajouté du clou de girofle, du gingembre, histoire d'avoir un peu tout tant qu'à faire. Bref. La fleur d'oranger est céphalique, stomacale, hystérique et propre contre les vers. Les feuilles et fleurs d'oranger sont douées de propriétés digestives, fébrifuges, diaphorétiques, somnifères et antispasmodiques. L'eau de fleur d'oranger possède une solide réputation comme calmant et sédatif du système nerveux pour calmer les maux d'estomac, les maux de tête, pour vaincre l'insomnie, surtout d'origine nerveuse, et la plupart des syndromes neurovégétatifs. À haute dose, c'est même un stupéfiant dont il convient de prendre garde. On aura recours aux fleurs d'oranger dans tous les cas d'anxiété, de spasmes, de palpitations et d'excitation nerveuse, de névrose, et chaque fois qu'il est nécessaire d'apporter une sédation calmante et tonique. Cazin affirme avoir obtenu d'excellents résultats dans les névroses par l'utilisation d'un mélange en partie égale de poudre de feuilles d'oranger et de poudre de racines de valériane avec suffisante quantité de sirop d'écorce d'orange. Usage. Les feuilles, l'écorce, épicarpe ou zeste, surtout les fleurs sont employées en infusion à dose de 10 à 15 grammes par litre d'eau, dans tous les cas précités, mais aussi pour la migraine, la fièvre, la toux et les troubles du sommeil. Afin de débarrasser la peau des oranges du diphényl, donc l'insecticide et conservateur chimique, il convient déjà de prendre des produits bio, mais sinon de vraiment nettoyer la surface de l'orange avec un coton d'alcool imbibé à 90 degrés, puis on les passe à l'eau chaude et on les essuie. Si l'on récolte soi-même les fleurs d'oranger, on doit rejeter le calice vert pour ne conserver que les pétales. À la dessiccation, qui doit être rapide et soignée, celles-ci prennent petit à petit une curieuse teinte rouille. On prépare un vin apéritif excellent avec 100 g de zeste que l'on met à macérer dans 1 litre de vin pendant 6 jours. On filtre, puis on édulcore suivant le goût. Mais l'huile essentielle de néroli, je reviens là-dessus parce que j'en commande bientôt. Enfin, j'en ai commandé, je l'attends en fait. Et ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire au niveau
de l'apport en fait. Voilà, en termes de soins, de traitement, ça va faire d'une pierre plusieurs coups. Allez, une toute petite dernière, si vous permettez. Parce que pour moi, c'est comme une gourmandise pour l'esprit de pouvoir partager ça avec vous. On va parler de l'ortie parce que l'ortie, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors, beaucoup de sels minéraux, antihistaminiques, action hémostatique de la plante. Les feuilles sont astringentes, hémostatiques, anti-anémiques, antidiabétiques, dépuratives et diurétiques. Des recherches assez récentes ont mis en évidence une action sensible dans le traitement du diabète. La décoction d'une poignée de feuilles fraîches hachées pendant 3 minutes dans un quart de litre d'eau, à prendre 3 fois par jour, fait baisser très sensiblement le taux de glucose. La cannelle fait ça aussi. Il faut reprendre les indications du passé en ce qui concerne l'action de l'ortie dans les différentes formes d'hémorragie. Son pouvoir hémostatique est indéniable et il sera mis à profit pour combattre les hémorragies utérines, l'hémoptysie et un coton imbibé de sucre frais introduit dans la narine stoppe rapidement le saignement de nez. C'est également un bon dépuratif et une cure printanière contribue activement à purifier le sang, éclaircir le teint, à effacer les éruptions cutanées et supprimer les douloureuses crises de goutte ou de rhumatisme. Si les feuilles d'ortie fournissent un excellent fourrage et un aliment apprécié du bétail, elles constituent aussi, comme Pline le précisait il y a déjà bien longtemps, un légume que l'on peut consommer sans appréhension puisque la cuisson détruit le pouvoir urticant de la plante. Dans les pays du Nord, l'ortie se mange encore en guise de légume, comme fortifiant et dépuratif, et les feuilles cuites sont d'une couleur verte très prononcée, ce qui indique leur forte teneur en chlorophylle, substance exceptionnelle pour régénérer le sang et fortifier l'organisme. La grande ortie sert d'ailleurs à l'extraction industrielle de la chlorophylle qui est employée comme cicatrisant, désodorisant et pour colorer en vert certains médicaments ou denrées alimentaires. On a vu qu'il existait plusieurs variétés d'ortie, mais elles sont toutes nanties de mêmes propriétés thérapeutiques. Déjà citée par ailleurs, l'ortie est réputée pour l'hygiène et la vitalité du cuir chevelu, tant pour stopper la chute des cheveux que pour supprimer les pellicules. Enfin, il faut ajouter que l'ortie possède un certain pouvoir fortifiant et excitant qui a déjà été souligné par quelques auteurs pour combattre l'inappétence sexuelle. Usage. L'infusion ou la décoction se prépare avec 30 à 60 g de feuilles par litre d'eau, 4 ou 5 tasses par jour. Pour exprimer le sucre frais de la plante, on doit broyer les feuilles et les tiges, puis exprimer ensuite le jus en mettant la bouillie obtenue dans un torchon de grosse toile que l'on serre fortement. Il est conseillé de mouiller un peu la bouillie avec de l'eau avant de procéder au serrage, sous peine de s'écorcher les mains. Ça, c'est moi qui le rajoute. Ce livre est extraordinaire. Je vais m'arrêter là, mais j'aimerais souligner quelque chose. Déjà, à la fin de cet ouvrage, nous avons une 50aine de recettes de tisane. Une recette antidiarrhéique, antiseptique, antirhumatismale, calmante, dépurative, carminative, digestive, fortifiante, tisane hémostatique, tisane hépatique, tisane pectorale, tisane purgative, tisane somnifère, tisane vermifuge, tonique, tranquillisante. Ce livre permet vraiment de récupérer les informations dans tous les sens et c'est vraiment très très riche d'enseignements. C'est pour ça, même s'il est très probable que vous ne le trouviez pas directement sous le format que j'ai, eh bien, que j'avais envie de partager avec vous cette petite lecture. J'aimerais préciser également que la plupart des livres anciens, vraiment old school, ont tendance à proposer une vision des plantes qui est, je pense que vous l'avez remarqué, peut-être bien moins frileuse que ce que l'on trouve aujourd'hui. Voilà, c'est curieux, j'avais besoin de partager ça parce qu'on se retrouve vraiment avec
Mais quand on parle de la menthe, par exemple, pour revenir à cette plante qui est extraordinaire, on a une panoplie d'usages très très intéressants. Ça tient en 2 pages, mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, les vertus de ces plantes sont peut-être insoupçonnées encore, et c'est dommage. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des partages à faire à ce sujet, mais moi j'avais envie de passer ce petit moment avec vous pour vous parler de ces plantes, parce que ça peut servir. Je reviendrai bientôt pour vous parler donc dans les sources de la beauté, de tout ce qui est jardinage avec la lune et soins de beauté avec la lune. On reviendra ensuite sur un autre recueil d'herboristerie vraiment très chouette. Quelques fiches sur des matières premières et puis également en podcast biblio pour gagner du temps, les fameux livres Abbé Cacho que j'ai écrits donc concernant la gestion, les soins du cheveu crépus, frisé, bouclé, peau sèche et cheveux exigeants, tous les petits secrets, et on y parlera notamment de la dépollution, quelques fiches pratiques avec un zoom sur les passions capillaires, les histoires, un peu comme une fiche de lecture en fait pour ceux qui pourraient ne pas avoir l'occasion de le lire, mais qui auraient eu besoin d'en profiter quand même. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.